De tous les films Scooby-Doo que j'ai listés en prévision de ces réacs, je pense que celui-ci fait partie de ceux que j'avais le moins envie de voir. Et ça m'aide un petit peu de devoir passer par là, mais bon, je vais pas non plus tout sauter, alors que j'ai pas un petit peu envie, quoi. Et ouais, je relance assez vite les réactions sur Scooby-Doo. Je vous promets pas de faire ça toutes les 2 semaines. En tout cas, pas dans l'immédiat, en attendant peut-être que les Total Splash soient finis. Peut-être que ça viendra plus fréquemment après coup. Mais oui, je me suis dit, tiens, il y a la vidéo du JDG qui est sortie sur la franchise. Autant tabler un petit peu dessus tant que c'est encore un tout petit peu frais. Donc voilà, Scooby-Doo et la folie du catch. Il sera donc fait en partenariat avec la WWE. Hein. Ils ont cofinancé ça et donc ils ont pris les voix de différents catcheurs célèbres, dont évidemment John Cena. Je déteste ce même, je vous jure. Et surtout d'autres. J'ai pas en tête, c'est chiant. Allez, je vais essayer de. Mais ils ont fait une liste au début, je les ai notés comme ça c'est fait. Donc John Cena et Sin Cara, c'est un petit peu les deux. Catcheurs héros qu'on veut mettre le plus en avant. Et aussi AJ Lee, je sais même pas écrit correctement, Santino, Triple H et des tas d'autres. Voilà. Si ça vous fait plaisir de remplir ce fond, je m'en fous royalement. Mais ouais, on a énormément de personnalités qui prêtent leur voix à leur personnage typique, comme ça a déjà été fait avant. C'est une sorte de petit rituel qu'on a eu dans les années 2010, qui se fait peut-être encore maintenant dans les années 2020, mais les années 2010 c'était à fond la mode. Hein. Et c'était pareil avec la suite, là, les Rois de la Glisse 2. Et il y a eu d'autres cas où on mettait en avant les catcheurs, parce que regardez, ils étaient super célèbres, tout ça, ils participaient directement. Et en toute sincérité, j'ai jamais été pris là-dedans, parce que je suis pas fan du catch. Mais je pense que je vais avoir l'occasion de m'apesantir sur ce fait-là durant cette réaction, puisque c'est très thématique. Ça commence donc à l'entrée d'un espèce de petit village spécial fait pour le catch. Il y a toutes des organisations, des événements qui sont liés à ça. Je sais pas s'il existe vraiment ou s'il a été créé pour le film. Et ouais, il y a une sorte de catcheur déchu Ken qui arrive de façon bien sombre et ça donne l'impression qu'il pourrait être le méchant, ce qui prouve déjà que c'est pas lui. Et il tombe sur un mec, un autre catcheur qui s'appelle Miz, et c'est peut-être le seul que je peux un tout petit peu respecter dans cette liste, parce que c'est le seul qui hésite pas à accepter de se faire ridiculiser réellement. Donc au début, il essaye un petit peu de bien se faire voir auprès de Kane. Il passe un petit peu pour un guignol. Et après coup, lorsqu'il repartira, Kane, en se redirigeant par là, il tombera sur le monstre du jour, c'est-à-dire une sorte d'ours à tête de crâne fluorescent. C'est original comme design, je vous cache pas, c'est vrai, c'est pas très typique. Donc, ouais, il se fait attaquer par le gars, il se la pète stupidement parce qu'il se dit qu'il peut se battre contre ça et il se fait ridiculiser. Et c'est le truc que je peux apprécier, c'est cet unique personnage de la WWE qui est pris par son équivalent, c'est que ouais, ça le dérange pas d'être un petit peu humilié, de jouer le personnage qui a un peu subi ça et qui se la pète un petit peu et qui en subit les conséquences. Et c'est le seul truc que j'aurais de bien à dire sur les participants de la WWE parce que le reste, ça va vraiment pas être la même. Je vous le dis tout de suite. Donc ouais, après cette introduction, ça commence sur Sammy et Kubi qui sont en train de jouer à un jeu vidéo qui fonctionne par capture de mouvements ultra précis. Genre, il y a la caméra, elle suit exactement pile poil les mouvements que vous faites. Et donc c'est un jeu de combat autour du catch, donc où Scooby-Doo a... Mais c'est super bizarre la façon dont vous le présentez en fait. Vous dites que c'est le stage final, mais le stage final c'est deux catcheurs qui sont joués par Sammy et Scooby en fait. Donc le stage final c'est les deux joueurs qui se battent ensemble.
Enfin bref, Scooby finit par gagner en incarnant Sin Cara, et le bonus final, c'est de faire une danse parfaite qui correspond, je sais pas trop quoi, mais voilà, il l'a fait, Scooby. Il est super doué pour faire cette danse, et réussir cette danse parfaite, ça envoie un message par le directeur de la WWE, ancien catcheur, Monsieur McMahon, qui a un rôle un petit peu notable, qui leur dit bravo, vous avez fait ça, ça vous donne un passe-droit pour vous rendre à la grande organisation de notre village de la WWE en tant qu'invité. Déjà, c'est super. C'est très généreux, hein. Et ouais, c'est quand même très bizarre, hein. Et Sammy et Scooby tiennent à ce que le reste de la bande les accompagne. Ils peuvent pas se rendre là-bas à eux deux pour une raison X. On doit toujours faire tout à 5. On peut pas faire quoi que ce soit seulement à 2. Il faut qu'on y aille tous les 5. Et donc les trois autres sont pas super chauds parce que ça leur parle pas plus que ça. Mais c'est là qu'il leur faut un petit peu du chantage affectif. Regardez, toutes les fois on a servi d'appât, dans des positions très rabaissantes, vous nous devez bien ça. Et dans un sens, ils ont plutôt raison. Même si je pense, de mon point de vue, que vous devriez plutôt utiliser cette approche-là pour des trucs qui en valent la peine. Je vois vraiment pas en quoi vous teniez ça apporte quoi que ce soit, que ces trois-là vous accompagnent, mais bon, j'imagine que vous pouvez vous déplacer nulle part sans un Mystery Machine, et ils pourraient pas faire ça à seulement deux. Je ne sais pas, c'est bizarre, c'est un détail. Donc, ouais, ils s'y rendent, et en chemin, ils vont tomber sur un raton laveur sur la route, qui les fera un petit peu sortir de la route, et ils tomberont de façon un peu fortuite sur un camion qui contient John Cena. John Cena dans toute sa splendeur, sa grandeur, ce monsieur parfait qui est tellement génial. En tout cas, c'est clairement ce que le film essaye de faire passer, ce qui fait que ça le rend pas mal antipathique pour moi, je vous cache pas, tellement on essaye de manipuler sur le gars. Ça commence par lui qui arrive en disant « Ah, il vous arrive quelque chose, il faut qu'on fasse attention à vous », alors qu'il est accompagné par deux accompagnateurs, un ancien de la WWE qui a été blessé, qui s'appelle Cookie, et son neveu plus jeune qui voudrait faire du catch lui aussi. Je les mets en place puisque ce sont deux suspects potentiels, donc ouais quoi, on met un petit peu en place que maintenant qu'il est plus de la WWE, il est gardien, il veut pas que son neveu fasse du catch, en dépit du fait que son neveu qui s'appelle Ruben veut faire du catch. On va jouer un petit peu là-dessus, sur ce sur quoi il a fait des études, et sur le fait que son oncle veut quelque chose de plus prometteur que ça, quelque chose de plus high-tech à un certain degré. On appuie le côté informatique de la chose. C'est incorporé de façon intéressante ça, néanmoins le truc important dans cette rencontre, c'est surtout John Cena qui est trop beau. Voilà, Daphné, qui est la plus récalcitrante au départ pour y aller parce qu'elle s'en fout royalement du catch, finira par vite être pris dans la folie du catch en voyant le beau gosse virer son t-shirt et montrer ses beaux abdos, et se dire « Waouh, il y a des beaux mecs dans le catch. Ah, j'adore ça tout d'un coup !» Alors que, grâce à sa super force, il remet le camion du groupe sur la route. Ouais. Bon, autant en parler tout de suite parce que ça va me gonfler ça. J'ai horreur, particulièrement horreur dans ce film, de cette espèce de suçage de couilles constant des stars du catch. En particulier de John Cena, parce que John Cena, il a pas mal de scènes, hein, on en parlera. Mais voilà, il y a vraiment ce côté très dans ta gueule, regardez ce qu'ils font, c'est énorme, et ils ont cet instinct de camaraderie entre eux, ils peuvent jamais vraiment avoir tort, ils essayent toujours de bien faire, et même s'ils se font un petit peu dépasser par quelque chose, la scène d'après, ils se rattraperont pour bien aider, en étant bien puissants comme il faut, quoi. C'est toujours ce genre de truc, et ça montre bien qu'on a affaire à des personnalités qui ne veulent pas qu'on entache trop leur image. Ils veulent faire passer et que ce sont des chic types qui savent très bien se débrouiller, en particulier John Cena et Sin Cara, à fond ces deux-là. Voilà, cette espèce de niveau de suçage de queue, je le prends très mal parce que je suis pas dedans en fait. Vraiment pas. Et le fait d'insister régulièrement là-dessus, dans les diverses rencontres, dans
dans les différents moments où ils apparaissent pour dire ah, ils sont trop géniaux, cette organisation, ah, c'est trop de la balle, regardez, tout le monde se réunit, c'est un événement énorme, tout ça, je suis totalement hermétique à ça, parce que je m'en fous royalement, et c'est ça le truc, que j'attends presque qu'un film de ce type-là réussisse à accomplir, c'est-à-dire me faire voir un intérêt, un tant soit peu intellectuel, à la chose. Mais il n'y a aucun intérêt intellectuel réfléchi. C'est juste des personnalités qui se donnent une petite image particulière dans leur caractère et qui font le spectacle. C'est ça en fait. C'est les jeux de l'Olympe il y a un certain temps ou les jeux des gladiateurs à un certain degré, quoi. Comme a fait un tout petit peu le parallèle Vera à un certain moment. Et le truc assez marrant avec ça, c'est que à un moment donné, Daphné reprend Vera sur le fait qu'il faut arrêter de faire des parallèles et essayer de justifier d'où vient l'attachement vers le catch. Le catch marche parce que voilà, c'est des tricks, tout ça. Et je veux dire, non, 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 mais il y a des logiques. Ça suit des logiques de succès populaire qui ont marché avant, en les faisant bien entendu évoluer avec les mœurs actuelles. Mais c'est ça, en fait. C'est le culte du héros sur scène. Et à aucun moment donné, je ressens un lore particulier ou une recherche particulièrement poussée dans l'idée, à part pour faire du spectacle dans le combat. Et à ce niveau-là, je le dis clairement, s'il faut chercher du beau spectacle dans le combat, j'ai vu des démonstrations d'art, de karaté ou de judo entre donc des professionnels qui savent très bien faire les mouvements, qui sont plus saisissants à suivre que ça d'un point de vue purement physique. Je trouve que les mouvements, les déplacements étaient beaucoup plus cool que ça. Bon, c'est clair et net que quand on est dans un dessin animé, on peut se permettre d'aller plus loin dans la mise en scène, surtout auprès de Sin Cara qui est ultra agile, qui en fait des caisses. Et donc oui, c'est clair et net que si quelqu'un se déplaçait comme ça, en vrai, ce qui n'arrive pas, ça n'existe pas, ce serait super impressionnant. Mais au-delà de ça... Et donc, ouais, c'est énième film qui me conforte dans l'idée que le catch, c'est pas du tout pour moi. Et étant donné qu'on va passer facilement la grosse moitié de ce film à exclusivement faire l'apologie du catch, son organisation, des gens qui le composent, eh ben je vous cache pas, je suis 100% hermétique à ça. Je vous cache pas même que ça me saoule un petit peu parce que je vois vraiment une sorte de porno pas pour moi presque. J'exagère le trait évidemment, mais c'est un peu ça. Et ce qui fait que de notre côté, si vous êtes fan de catch, je peux comprendre que ce genre de truc vous émoustille, hein, vraiment, et ça vous plaise. Mais punaise, quand on n'est pas dans le truc, ça passe pas du tout, vraiment pas du tout. Et donc ouais, ça c'était pour le gros lot, hein, le gros morceau qui représente donc comme je dis 50 gros pourcents du film. On va passer à la suite, hein, on va parler un petit peu du reste, des autres suspects potentiels, tout ça. Alors que ils sont remis sur la route grâce à John Cena, le tout-puissant. Ils tomberont sur le propriétaire du raton laveur qui les a fait chier au début, si vous vous souvenez un petit peu de ça, qui s'appelle Bayard, il me semble. Ouais, Bayard, c'est ça. Un garde-chasse du coin, je sais pas exactement, peut-être lui qui possède ses terres à un certain degré. Et donc c'est quelqu'un qui est assez léger sur la gâchette et un petit peu nerveux. C'est le faux suspect typique, là aussi, qu'on a vu des tonnes de fois et qui n'est jamais le vrai coupable. À ma connaissance, en tout cas, je ne me souviens pas d'une seule fois où ce genre de personnage a été coupable. Néanmoins, je vais revenir un tout petit peu là-dessus parce qu'il y a une scène qui m'a pas mal dérangé chez le gars. Mais ouais, on met un petit peu ça en place, tandis que nos personnages se rendent dans le petit complexe de la WWE, ils préparent leur truc, hein, c'est trop génial, regardez la mise en place. Daphné qui devient de suite une groupie et cervelée, et Vera qui le deviendra à la toute fin. Parce que bon, quand même, faut pas exagérer, même si elle est un peu sceptique au début, à la fin, il faut que tout le monde adore le catch, quoi. Et, excusez-moi, j'arrête de m'étendre là-dessus. Il y a un petit peu la mise en place d'un lot, alors qu'un match de catch s'est passé en 2 contre 2, présenté par Monsieur McMahon, c'est-à-dire une ceinture d'or ultra spéciale, en vrai or, donc très très cher, quoi. C'est le Grand Prix pour qui sera le champion remplaçant de Kane. Parce que Kane, donc le gars qu'on a vu au tout début, en fait, le gros grognant, il a fait quelque chose d'un petit peu pas très bien,
on sait pas trop quoi. Est-ce que c'est en parallèle avec un truc qui s'est vraiment passé dans le catch? Bref, cette ceinture est disponible et on attend la venue d'un champion pour la mettre. Et de suite, on voit venir la résolution à ce niveau-là, la toute fin. Mais bon, ça, c'est un petit peu la petite récompense mise en place, tandis que durant la nuit, après donc qu'ils aient découvert tout ça, il y a Scooby-Doo qui a un rêve et qui fait preuve de somnambulisme. Bon, il a un rêve très con, hein, parce que bon, on joue une fois de plus sur le fait que c'est des gros mangeurs et des gros fanboys du catch. C'est pas le genre de truc qui fait que je les apprécie particulièrement plus, hein, je suis désolé. Il s'imagine qu'il est en train de catcher contre des aliments vivants avant de les bouffer. C'est un peu dégueulasse, mais bon, c'est son truc, si ça lui fait plaisir. Mais en même temps, il fait une petite crise de somnambulisme. Et je me dis, est-ce que ça apporte quelque chose? Ça apporte quelque chose. Vous jouez là-dessus. Bon, il y a quelques trucs que vous mettez en place, vous n'êtes pas complètement idiot et je reconnais que certaines mises en scène d'action sont plutôt bien faites. J'ai le sentiment que vous avez fait un petit peu cet effort-là de bien mettre en scène l'action, puisqu'on est dans la WWE, il faut que ça brille bien. Et donc ça brille bien. Déjà, les combats WWE, c'est clair et net que quand on compare à quelques extraits qui se passent de la vraie WWE, c'est plus clinquant, c'est plus travaillé, l'animation permet plus de trucs, mais même les courses-poursuites contre cette espèce de fantôme ours, eh ben ça a plus de poids. Et puis on sent la violence du truc, quoi. Hein. Il a des coups de griffe qui peuvent transpercer des trucs, détruire des trucs. On sent le petit danger, quoi. C'est pas non plus un niveau horrifique, mais le danger est bien retranscrit. Alors que tout le monde essaie un petit peu de le battre, ouais, une fois que Sammy Scooby aura metté tout le monde, bien entendu, tous les catcheurs vont arriver pour essayer d'aller à la rescousse, et ouais, ils y arriveront pas trop, l'ours finira par disparaître, et c'est là que Cookie finira par parler d'une certaine prophétie qui s'est réalisée, une légende ou je sais pas trop quoi, qui a eu lieu. Légende dont on entendra parler un peu plus tard par Sin Cara, dans le langage des luchadors masqués. C'est un truc réel, ça aussi. Parce que pour moi, c'est gamin, c'est tellement gamin, quoi. Je ne parle pas, monsieur, moi. Je ne montre pas mon visage, je fais juste des cabrioles et tout le monde comprend mon langage. C'est ça la voix des luchadors masqués. Si ça te fait plaisir, mec. Donc, il y a une légende qui existe sur son ancêtre qui aurait lutté, catché contre un ours qui s'est pointé sur la scène. À un moment donné, on sait pas trop pourquoi. Et donc il l'a eu à un moment donné, mais il a fini par se barrer, l'ours, faire un petit peu le bordel, parce que c'est un ours sauvage quand même, mais son ancêtre luchador a fini par le mater, mais il a perdu un petit peu l'usage de sa jambe, il a été blessé à cause de ça, et il a été érigé comme grand sauveur, tandis que l'ours s'est enfui, et on dit qu'il est encore, en dépit du fait que ça fait des dizaines d'années qu'il est forcément mort, mais il est encore, peut-être que c'est lui, son fantôme. Ouais, bien entendu que c'est pas ça, mais ouais, c'est histoire de donner une sorte de pseudo-vraisemblance au mythe que vous créez, si ça vous fait plaisir. Et allez savoir si ça se trouve, ça fait partie du lore ultra profond du catch, ce qui donne une fois de plus super envie de suivre ça en détail. Donc, excusez-moi. Je veux vraiment pas paraître condescendant envers ceux qui aiment le catch. Vraiment pas. Je suis désolé. Je suis désolé si je vous donne cette impression-là. C'est juste que c'est tellement pas mon truc. Tellement pas mon truc. Donc, ils ont un petit peu cette information-là, tandis qu'ils sont également présentés à la responsable de la sécurité du lieu qui s'appelle Mademoiselle Richards, qui est du genre un petit peu carré, elle est pas très contente que cela fouine dans le coin et elle essaie un petit peu de tout contrôler sans y arriver trop, puisque il y a McMahon en chef qui chapeaute tout un peu plus en amont d'elle. On a mis en place les principaux acteurs de la chose, tandis qu'on va commencer à instaurer une petite manipulation, parce que durant la nuit suivante, eh bien la ceinture d'or aura été volée. Et oui, elle avait beau être gardée par des tonnes de lasers et tout, eh ben il existe une façon de se déplacer en mode un peu n'importe quoi pour passer à travers. Ça c'est toujours très con ça, mais bon. Ouais, ce qu'il a fait c'est Scooby.
C'est Scooby-Doo qui a volé cette ceinture sans le savoir, puisque son somnambulisme a repris. Donc déjà, j'apprécie le fait que c'était pas juste un gag pour un gag le moment où vous avez mis ça en place, donc j'ai un petit peu apprécié ça. Et le fait est qu'on reconnaît assez vite, quand on a un peu suivi, que ce qu'il a fait pour voler cette ceinture, c'était la même danse qu'il a faite pour remporter son super prix. Donc on voit venir un peu le lien. Et c'est là que je vais avoir peut-être une petite... Enfin, on verra lors de la révélation de fin pour ça, mais je vais avoir un petit truc qui me gêne à ce niveau-là. Donc, ouais, sans savoir, il a volé la ceinture, et Vera a beau voir un petit peu le lien en disant hey, il fait exactement la même danse qu'il a faite pour avoir son prix, et il y a même Ruben qui a donc des études informatiques qui dit ouais, je reconnais ça, il y a des messages subliminaux qui l'ont hypnotisé pour qu'il fasse ça. Ce qui est bien entendu du techno-blabla pseudo-scientifique qui n'a aucune réalité. Mais bon, ça s'accepte dans un truc comme Scooby-Doo. Et il y a les organisateurs, donc McMahon et Mademoiselle Richards, qui disaient ça nous suffit pas. Ça nous suffit pas. À moins que vous ayez de meilleures choses à prouver, nous allons considérer Scooby et Sammy comme les responsables et les enfermer. On va amener le chien en prison. C'est comme ça que c'est présenté. Une fois de plus, hein, Scooby-Doo, c'est la fine ligne très, très bizarre dans la logique de votre histoire entre le chien et l'être humain. Des fois, on le considère comme un chien, des fois comme un être humain selon les besoins. C'est la cocasserie qu'on accepte hein, dans l'univers de Scooby-Doo. Hein. Ça, c'est pas grave, mais ça fait toujours un peu marrer quand on y réfléchit. Hein. Donc, ouais, il y a cependant une façon de remédier à ça sans forcément prouver qu'ils sont innocents. Les règles de la fédération sont claires dans ce cas. Elles stipulent qu'une personne accusée d'un délit peut se battre sur le ring pour tenter de gagner sa liberté. Sérieusement? Ça marche comme ça? Ok. Ah bah si vous le dites. Je sais pas quoi dire. Il y a que moi qui trouve ça complètement con. Ouais, battez-vous et vous prouverez que vous êtes pas coupable. Non? C'est quoi ce truc qu'on est revenu au vieux temps là? C'est lorsque Vera a fait la comparaison avec les trucs des gladiateurs et les trucs des temps anciens, elle avait pas totalement tort hein, si ça peut marcher comme ça cette merde. Donc ouais, ils doivent suivre la loi de la WWE, et c'est une excuse une fois de plus pour montrer d'autres catcheurs, en partie John Cena, mais d'autres également, pour essayer de préparer un peu Sammy et Scooby qui sont nuls. Voilà, hein. Et d'ailleurs, sans vouloir être vexant, si vous voulez faire en sorte que Sammy batte tout le monde, vous avez qu'à l'hypnotiser rapidement pour lui faire partir ses peurs et il défonce tout le monde en mode méga Sammy comme dans le film où on l'a mis en place, ce gars-là. Mais non, j'imagine que vous y pensez pas trop tout de suite. Sammy va pas faire grand-chose. Hein. Il va un tout petit peu essayer de se défendre, mais c'est surtout Scooby qui va faire un petit peu de combat à la fin. Ouais, donc Sammy, c'est pas trop son épisode totalement. Hein. Mais ouais, il y a Vera qui fait en sorte qu'on accepte le challenge pour que ça leur donne un peu de temps pour chercher plus de preuves. Ce qui est pas bête. Enfin, c'est la seule qui réfléchit un petit peu sur le coup. Hein. Bon, Fred un tout petit peu à la fin, et encore, hein, on va en parler de ça. Mais ouais, il y a ça qui est mis en place. Et il y a le groupe, donc après une petite séquence d'entraînement sans intérêt, qui finira par partir à la recherche d'indices en se baladant dans la forêt pour voir où pourrait se trouver la tanière de ce fameux fantôme ours, semble-t-il. Et dans leur chemin, il y a Bayard, le garde-chasse, qui a décidé d'être un connard gratuitement. Parce qu'une fois de plus, je leur dis, c'est évident que c'est pas lui le coupable. Évident, il n'y a pas photo une seule seconde. Mais il se dit, tiens, ces petits fouineurs, je vais leur balancer un petit éboulement à la tronche. Comme ça, ils verront. Ok, et il ne sera pas repris là-dessus, il n'y a pas de répercussion pour lui. Je leur balance des tonnes de rochers à la gueule, en mode attrape-souris même, parce qu'à un moment donné, quoi, ils parviennent à éviter le petit éboulement de rochers qui sont, diront, taille supportable, pour que ça tombe à un endroit précis qui fait tomber un autre gros rocher sur un sentier
qui les suit alors que le sentier est pas droit, ce qui est complètement con. Je suis désolé, c'est complètement con. Je sais que c'est du cartoon, il faut pas trop chercher la logique, mais putain quoi. Et tout ça pourquoi? Parce qu'à la limite, je dirais, oh, allez, c'est un peu con, mais c'est pas grave. Tout ça pour forcer John Cena à se pointer et à jouer les super-héros. Il arrive et il arrête le gros rocher à main nue, regardez-moi, je suis trop fort. John Cena. Il y a même cette musique qui passe à ce moment-là. Le même existait en 2014. C'est l'année du truc. Il semble qu'il devait exister en 2014. Vraiment, il devait pas tarder à sortir. Quoi. Bon, bref, ouais. Et donc John Cena, après coup, les accompagnera pour la suite de leur enquête. Ils tomberont donc sur la grotte qui semble contenir le fameux ours fantôme, semble-t-il, mais on voit évidemment qu'il y a des tonnes de trucs, de construction, ce qui semble indiquer que ça a été fait à la main, évidemment. Il y a des bouquins sur la science de l'hypnotisme qui tendent à prouver les dires de Vera sur ce qu'a subi Scooby, pardon. Oui, on s'en doutait. Et il y a un mot qui dit au revoir à la WWE, ça semble être un coup contre la WWE en règle générale. Et il y a des plans aussi pour une bombe à impulsion électromagnétique. Donc un truc pour enlever toute l'électricité du coin. Et donc ils se disent qu'est-ce qu'ils veulent faire avec tout ce truc-là, quoi. Alors qu'ils ont réuni ces indices, ils sont attaqués une nouvelle fois par l'ours fantôme. John Cena se met bien en avant, mais il finit par être assommé, histoire de dire que c'est pas un être parfait, il peut se faire avoir. Et en fuyant contre la bestiole, ils tourneront en rond et finiront par casser une sorte de digue qui inondera l'endroit. Pourquoi pas. Et Sammy et Scooby se serviront de John Cena comme radeau. Parce que son corps inconscient peut flotter sur l'eau, évidemment. Bon, ça n'empêchera pas d'être ultra badass et d'envoyer l'ours super loin après lorsqu'il se réveillera. Il sera pas plus surpris que ça, il dira bien sûr, je suis en train de tomber d'une grande hauteur, il y a cet ours enragé devant moi, et voilà, bien sûr. Et donc, ouais, suite à tout ça, cette inondation, une partie des preuves a disparu, mais Fred a pris des photos. Il semble les avoir gardées, ils sont pas clairs là-dessus, parce que après coup, Sammy et Scooby doivent encore se battre contre Kane. Je sais pas si j'en ai parlé, Sammy et Scooby doivent se battre contre Kane, donc le gros, un petit peu bougon qu'on voit au début, qui semble suspect, mais qui n'est clairement pas le coupable. Et ouais, les preuves suffisent pas qu'il a pris en photo et ils doivent continuer à se battre. Tandis qu'ils préviennent un petit peu qu'il y a clairement moyen que le méchant fasse quelque chose avec sa bombe à impulsion électromagnétique et il faudrait peut-être empêcher ça. Et il y a Mademoiselle Richards qui dit non, je veux faire en sorte que ça se poursuive, qu'on aille jusqu'au bout ce soir, on va faire la représentation, Et la première chose qu'on verra dans la représentation, c'est la seule chose qu'on verra techniquement, c'est Sammy et Scooby qui se battront contre Kane. Tandis que donc il faut se prémunir contre l'attaque de l'ours fantôme et de la personne qui est derrière. Et c'est là que Fred a quelques idées. Et que Vera, à la dernière minute, finit par comprendre où se trouve la bombe. Que la bombe, c'est en fait la ceinture d'or, qui n'est plus la ceinture d'or. Lorsque on l'a trouvée sur Scooby, c'était une contrefaçon, et personne n'a pensé à vérifier ça précisément. Ce qui donc déjà donnait un petit peu vite l'identité du coupable, mais il y a des trucs qui sont super gros par rapport à ça. Donc voilà, Vera se pointe devant Mademoiselle Richards pour lui dire, elle la croit pas au début, mais elle prouve que c'est ça grâce à un aimant. Et en sortant la ceinture de sa cage de verre, et ben il voit qu'il y a un compteur, un chronomètre derrière. Chronomètre qu'on n'avait pas vu lorsque la ceinture a été récupérée. Ce qui veut dire qu'elle a été posée après coup. Ok, je veux bien. Mais vous n'avez pas vérifié à l'intérieur du coffre. Je veux dire, quand on regarde bien dans cette petite glace de verre, tu fais un petit peu gaffe, tu regardes un petit peu autour, tu peux voir ce petit chronomètre derrière, ce petit truc attaché derrière la ceinture. Je veux dire, ça bloque pas la vue à ce truc-là, une ceinture comme ça, si tu regardes d'un petit peu en hauteur. Mais personne n'a vu ça dans son truc de verre. Et allez vous faire foutre, c'est complètement con, ça n'a aucune logique.
Ouais, ça tient pas des masses la route pour moi. Mais bon, ouais, ça arrive trop tard. Le compte à rebours est presque fini. Et on a beau avoir John Cena le super fort qui essaye un super truc pour empêcher la destruction, qui n'est déjoué que par la malchance, parce que c'est pas, il aurait pas pu se tromper. Il y a la bombe qui détonne et qui fait en sorte que les caméras, l'électricité ne fonctionnent plus. Et donc, ouais, c'est à ce moment précis que l'ours fantôme attaque et que Fred lance son plan B. Et son plan B, c'est quoi? C'est on allume des feux pour qu'il y ait de la lumière. Et quand il n'y a plus de feu, eh ben, on utilise des générateurs de secours. Waouh! C'est dingue que t'aies pensé à ça. Eh ben, heureusement que t'es là, hein. Ouais. Bon, ce super plan étant passé, il y a un truc un tout petit peu plus recherché, et quand je dis un tout petit peu plus, c'est vraiment un tout petit peu plus, où il a prévu une sorte de tremplin pour l'envoyer donc dans la cage, et refermer ça avec donc une vraie cage autour, l'ours. Et plutôt que de se dire, tiens, on pourrait tous sortir et que le garder dans la cage, l'ours, non, on va plutôt rentrer dedans pour le combattre, parce qu'on est des lutteurs, on est des héros. Et ouais, bon, dans un sens, en atterrissant sur Kane, il l'avait assommé un petit moment, donc on n'allait pas le laisser seul. Et puis Sami était saucissonné, il fait rien, il fait plus rien, quoi. Il est saucissonné dans les cordes et il reste comme un glandu à rien foutre, quoi. Et donc tout le monde intervient. Au début, John Cena il est tout seul, il y arrive bien, mais il fait pas trop gaffe, il prend trop son temps pour l'attaquer, donc il est un petit peu surmonté. Mais alors tout le monde s'y jette. Enfin, il y a lui, il y a Sin Cara, il y en a un autre qui s'y jette là, et Ken qui se relève pour lutter également, et tous les quatre il le bloque au sol, et puis il y a Scooby-Doo qui arrive pour faire sa super méga prise, regardez, et pof, et il détruit le sol en même temps, il est tellement fort à ce niveau-là, quoi, c'est super le catch, et si tout le monde est content, tout le monde célèbre, c'est la victoire, et on découvre qu'il s'agit en fait, ce grand méchant, de Cookie. Et je vous cache pas que ça m'a un peu surpris, parce que bon, j'avais un petit peu zappé qui avait dit ah, je reconnais, c'est bien la bonne ceinture. Bon, une fois que je suis revenu un petit peu sur les images, oui, ben c'était lui qui disait, donc c'était lui le coupable, c'était évident. Mais surtout, ouais, c'est quand même, on a appuyé de façon super claire que la personne qui a mis en place ce système de je vous invite à venir dans cette célébration, si vous réussissez la super danse ultra spéciale à la toute fin du jeu, ben c'était McMahon. C'est lui qui a lancé ça, c'est lui qui a fait le message à la fin. Et, et je sais pas, il y avait un peu plus de preuves autour de la chose pour que McMahon soit le coupable, au-delà du fait que très vite il y a la preuve super évidente que Cookie reconnaisse que c'est la vraie ceinture alors qu'elle est complètement fausse. Mais ouais, ça me paraissait plus logique. Et pour moi, ça aurait été une petite preuve d'humilité de la part des catcheurs et de l'organisation de WWE que dans leur personnalité, dans cette histoire fictive, il y en ait un d'entre eux qui soit un coupable en fait. Ça aurait un petit peu forcé du respect pour moi, mais non, non, c'est pas ce qu'on a. Tous les catcheurs sont innocents, tous les catcheurs sont des camarades, même Ken qui fait son personnage un petit peu bougon, un peu méchant sur les bords, il a un certain code qui fait qu'il félicite Sami et Scooby à la fin, parce que évidemment c'est eux qui reçoivent la médaille. Ça devrait être que Scooby, parce que c'est le seul à s'être vraiment battu de façon un peu notable et à avoir donné le coup de grâce, mais bon, on les met ensemble si vous voulez, et ouais, quoi, c'est juste une façon de donner des motivations qui sont dans l'absolu compréhensible. Il y a largement pire en termes de motivation au personnage que vous avez inventé, d'être un ancien catcheur qui est un petit peu aigri de ne plus être, donc voilà. Et en dépit du fait qu'il est aigri, c'est un ex-catcheur qui s'est blessé, et grâce à son exosquelette, il peut défoncer tout le monde en un contre un presque. Donc il était quand même vachement doué en mécanique. Mais bon, tous les méchants de Scooby-Doo sont comme ça. Et tu vois quoi, sous ses motivations, ça va. Ça aurait pu être largement pire. Mais ouais, je peux pas m'empêcher d'avoir ce sale goût de la célébration
de cette pub en fait. Bon, je vais arrêter de dire suce que, mais même si c'est ce que je ressens, mais c'est vraiment de la grosse pub éhontée pour la WWE. Regardez comme c'est grand, regardez comme tous ces acteurs sont bons, regardez cette famille que ça représente lorsqu'on accepte Ruben à la fin alors que son père est arrêté, enfin son oncle est arrêté. Super, la grande famille du catch, génial. Abonnez-vous, regardez nos matchs. Bah non, j'ai pas envie, toujours pas envie. c'est ce que je ressens totalement avec ce film. Et ouais, l'action dans la mise en scène, dans le visuel est bonne. C'est un truc que je peux clairement pas renier à ce film. Il y a énormément de bons moments d'action qui aident à supporter une bonne partie de la chose. Néanmoins, je peux pas m'empêcher d'avoir quelques réticences à apprécier le reste. Parce que c'est de l'apologie grossière à un domaine dont j'en ai rien à battre. Et c'est pas avec ce genre d'approche que je vais commencer à en avoir quelque chose à foutre, hein, je vous cache pas, c'est ça le truc. Donc, je suis imperméable à ça, mais c'est parce que je suis pas le public ciblé, ça c'est clair, hein. Je pense pas que ce soit un film fait pour convaincre les gens qui ne s'y connaissent pas en catch. C'est un film fait pour brosser dans le sens du poil les gens qui adorent le catch. Et je pense que ça leur fera plaisir, hein. Je pense que ça devrait leur plaire. Dans l'autre cas, je suis pas sûr que ça vous intéresse énormément. À part pour quelques moments d'action assez cool. Je veux dire, l'humour c'est pas le pire, mais il est assez oubliable. Et ouais, je trouve qu'il n'y a pas des masses de risques. Si vous vouliez que je respecte un peu plus cet univers-là, vous auriez dû faire en sorte que vos personnages de la WWE, ceux qui sont bien repris, soient un peu plus mis à mal. Il y a que, comme je l'ai dit, le tout premier là qui se fait défoncer, Miz, c'est ça, et que je respecte là-dedans dans l'absolu, parce que c'est quelqu'un qui ose accepter d'être humilié de façon un peu claire pour le gag. Et les autres, c'est très léger quand ils sont un tant soit peu humiliés, et c'est largement compensé par le fait qu'ils sont beaucoup plus mis en avant positivement. Et donc, ouais, ça me passe par-dessus la tête à fond ce genre de truc, et je sais pas comment noter ça. Hein, pour moi, ça vaut 8. Ouais, je suis peut-être un petit peu méchant avec ça, mais ça vaut 8 sur 20, quoi. L'histoire m'a pas transporté du tout, la thématique est grossière quand on n'est pas dedans. Et ça a beau avoir quelques bons moments de mise en scène qui sauvent un tout petit peu les choses par moment, et ben je suis pas pris dans l'histoire, je suis pas pris dans le mystère, je suis pas pris dans le global, quoi. Mhm. Voilà. Et vous n'imaginez pas à quel point je suis extatique de savoir qu'il y a un second film de coopération entre Scooby-Doo et la WWE que je traiterai dans pas si longtemps que ça. Mhm. En attendant, merci d'avoir suivi, je vais espérer que ça vous aura plu cette vidéo. À bientôt pour la suite. Bye.